Bonjour, alors nous sommes souvent plus habitués à parler ici de sujets techniques. Là, on va déroger un petit peu, on va parler de territoire, de structuration de ces derniers. Bon, c'est souvent lié, mais on va avancer sur les territoires. Romain Lucaso, vous êtes directeur général de l'A7. Alors déjà, en quelques mots, l'A7, c'est quoi? Alors l'A7, c'est la filiale de conseil de la Caisse des dépôts de la Banque des territoires. On est 300 consultants, on existe depuis 1955. On a été la première filiale technique de la Caisse des dépôts à l'époque où se sont inventés les bureaux d'études. On a été le bras armé de tout l'aménagement du territoire en France depuis les 30 Glorieuses. Et aujourd'hui, on est un full player du conseil aux collectivités locales et aux acteurs publics, parapublics, territoriaux dans leurs enjeux de développement. Mais l'industrie était dans votre champ de compétences ou c'était quand même un peu marginal, c'était plutôt les collectivités locales, enfin c'était d'autres approches? La stratégie de développement économique d'une collectivité locale, comment on construit de l'immobilier d'entreprise, de l'immobilier d'activité, la structuration de zones d'activité, l'attractivité territoriale, le marketing territorial, comme on dit maintenant, c'est complètement dans notre champ de compétences. Alors, vous êtes au niveau national, on est bien d'accord, et on va axer un petit peu sur une région qui est le Grand Est. Alors c'est vrai que moi dans mes papiers, j'attendais Boris Ravignon, puis je suis heureux de retrouver Sylvain Dorschner, mais c'est pareil, c'est la région Grand Est, tout ça. On va essayer de parler de l'importance d'une région en fait et des territoires. Donc c'est vrai que j'avais une introduction qui va être différente, mais j'ai quand même la même question au final en fait. Est-ce que dans les territoires, on a des zones d'activité qui maillent un petit peu tout ça? Est-ce que répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui, est-ce que c'est bien organisé ou est-ce qu'on est sur des antécédents où on s'installe un peu partout? Comment ça se passe? Beaucoup de questions, donc quelques réponses. J'en profite pour excuser Boris Ravignon, notre vice-président. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui, non, mais pas du tout. Mais voilà, il vous transmet à tous évidemment ses excuses pour son absence. Il a été retenu en dernière minute et je le remplace. Donc pour ce qui nous concerne, moi je suis l'agence régionale d'innovation du Grand Est. Je travaille pour la région et la CCI Grand Est. Et nous avons deux principales missions qui sont tout à fait en lien avec le sujet du jour. À savoir, d'un côté, on est une agence régionale d'innovation et de l'autre côté, on est une agence d'attractivité. C'est-à-dire qu'on va prospecter à l'international des entreprises industrielles pour des implantations. Et donc c'est là où on trouve le lien immédiat avec les territoires. Puisque aujourd'hui, quand on fait ce métier de la chasse aux investisseurs directs étrangers, les deux principales préoccupations, c'est les talents et le foncier. Et le foncier devient rare, et en plus de ça, le foncier doit changer de nature pour répondre aux nouvelles exigences climatiques, des entreprises à mission, de la marque employeur, etc. On aura l'occasion d'y venir dans un instant. Mais évidemment, la région Grand Est, dont la compétence n'est pas le foncier, c'est très important de le dire, a décidé de s'engager de manière absolument volontariste dans une stratégie en quelque sorte de montée en gamme des zones d'activité jusqu'à aller vers les zones d'activité du futur avec un motto: pas d'industrie du futur finalement sans zone d'activité du futur. Et donc il faut les inventer puisqu'on ne les a pas, ni en France, ni en région Grand Est. Donc c'est bien ce que je disais au début. En fait, on avait jusqu'à maintenant des choses qui étaient un peu empiriques, faites un petit peu au hasard. Aujourd'hui, il faut structurer tout ça. Enfin, au hasard. Ouais, façon de parler. Mais, oui, mais ça maillait un petit peu. C'était pas forcément organisé. Il n'y a peut-être pas une stratégie, une vision. Alors, je pense qu'il faut vraiment remettre ça dans le contexte selon les vagues successives d'industrie et ce qu'on appelait le maillage urbanistique. En réalité, vous trouviez souvent une zone d'activité à proximité d'échangeurs, à proximité de centres de liaison ferroviaire, etc. Et donc, vous avez une construction des zones d'activité qui correspond finalement à l'évolution des révolutions industrielles. Et c'est assez clair. Et là, on est dans la 4e révolution industrielle. Donc il nous faut des zones d'activité qui correspondent finalement à la 4e révolution industrielle sans balayer d'un revers de main ce qui a été fait jusqu'à présent, parce que malgré tout, les zones d'activité sont absolument nécessaires en termes de densification. Si vous voulez faire de l'écologie industrielle, etc., elles ont toute leur place. Donc ce n'est pas une politique qui remplace toutes les autres, c'est une politique qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà en vue d'accueillir effectivement les nouveaux investissements directs étrangers ou les mutations des entreprises déjà existantes. Ça, j'entends bien. Le but, c'est pas d'enlever ce qui a existé. Comment vous faites aujourd'hui dans une région, justement, comme le Grand Est, qui est très grande? Alors, j'avais pris Sedan, Charleville, Strasbourg, mais Reims, qui est dans la même région. Oui, mais dans la région Grand Est, un industriel vient vous voir, il a envie de s'installer dans une région, mais ça vous semble plus opportun vis-à-vis de cette démarche un peu 4.0 qu'il aille s'implanter ailleurs. C'est là votre action, à un moment, c'est de lui dire, c'est plutôt changement qu'il faudrait faire? Non, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens.
Vous dites c'est une grande région. Oui, c'est une grande région en termes industriels déjà. C'est 20% de notre produit régional brut qui dépend de l'industrie. Donc on est la deuxième région française industrielle. C'est plus de 17% de nos emplois qui sont liés à l'industrie. Donc on est éminemment industriel. On est aussi dans on va dire un territoire particulier. On a 800 km de frontières avec nos amis belges, nos amis allemands, nos amis suisses et luxembourgeois. Ce qui veut dire qu'on est évidemment au cœur d'une vallée industrielle. Le Bade-Wurtemberg, c'est 29% du produit régional brut qui dépend de l'industrie. Et tout ça, c'est dans cette dynamique-là, premièrement. Deuxièmement, grande région aussi par la taille, la superficie. Je disais tout à l'heure, le foncier, c'est un bien rare. On représente 10% de la superficie du territoire métropolitain. Donc ça veut dire 2 fois la taille de la Belgique. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant quand on cherche du foncier. Et troisièmement, par rapport à ce que vous indiquiez sur qu'est-ce qu'on explique aux industriels quand on va les prospecter, on fait les choses à l'envers maintenant. On va faire des zones d'activité du futur pour aller chercher des entreprises que nous n'avons pas dans nos tissus actuels, qui représentent l'avenir de cette 4e révolution industrielle et pour laquelle on a besoin de leur offrir, on n'attire pas voilà, on est d'accord avec du vinaigre, donc on va tout simplement leur offrir un écrin particulier qui correspond en tout point à ce qu'ils attendent eux des aménités du futur. Et alors justement, c'est quoi ces facteurs d'attractivité ? Alors on peut le faire à 2 voix parce qu'on a fait une étude. Je vous laisse, on a fait une étude ensemble. On l'a sur l'Est, mais j'imagine que sur la fois. Enfin, peut-être que c'est différent selon les régions. D'ailleurs, on va peut-être y venir après. Oui. Mais c'est quoi un facteur d'attractivité ? On est un peu en avance de phase. Je le dis quand même, c'est une démarche qui est tout à fait novatrice pour la France. On a été d'ailleurs vu du point de vue de Bercy comme une région en avance de phase sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'ils attendent, ces industriels, c'est une zone d'activité qui leur permet de faire plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est d'être respectueux des sols et de l'air. Zéro effluent, zéro rejet, ou le moins possible de CO2. La deuxième chose, c'est l'hyperconnectivité. La 5G, évidemment, et tout ce qui est le edge computing à côté. Donc ça veut dire que l'industrie du futur, vous le savez bien, tous les process sont automatisés. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la 5G indoor et de pouvoir capter des données pour les traiter au plus près des machines, des pieds des machines. Ça, ces zones d'activité, elles doivent être équipées full 5G, complètes, pour accueillir et attirer ces investisseurs. Troisièmement, on doit avoir des systèmes énergétiques complètement novateurs. Si on peut faire de la biomasse, on fait de la biomasse. Si on peut faire de l'hydrogène, on fait de l'hydrogène. Si on peut faire du smart grid, on fait du smart grid. Si on peut partager, par exemple, le système de chauffage, plutôt que chacun achète sa chaudière, évidemment, on va essayer de faire en sorte de mutualiser tout ça et de s'appuyer, selon les caractéristiques de l'environnement, sur des technologies nouvelles. Et puis, on pourrait rajouter aussi la connexion, évidemment, avec l'écosystème, les talents, l'enseignement supérieur, la recherche, la formation. Sur les compétences, tout à fait. Mais c'est ça qu'on offre en quelque sorte. Et ça veut dire, dans une région comme le Grand Est, on a combien de zones comme celle-ci que vous allez travailler avec du 5G, avec tout ce que vous venez de nous dire? Aujourd'hui, on est sur une expérimentation sur 3 zones d'activité pour voir ce que ça pourrait devenir en réalité en termes de réponse du marché. Mais on ne va pas y aller avec tout le catalogue des options qui sont déjà posées sur la zone. On va faire comme un bon vendeur d'automobile. Il a un bon produit et il met les options au fur et à mesure qu'il a les clients. Et donc, on va faire quelque chose de tout à fait parallèle. On va mettre une équipe de prospection en même temps, avec du métaverse, en même temps qu'on va aménager la zone, qui est évidemment un coût d'aménagement plus cher, et puis une nécessité de réserver ces espaces pour des entreprises que nous n'avons pas chez nous. Parce que le pire, ce serait de faire des zones d'activité du futur pour, avec l'argent des impôts des entreprises déjà existantes, aller leur chercher des concurrents et en les logeant mieux. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on aille chercher des entreprises qui ne sont pas présentes, qui vont s'insérer dans l'écosystème, qui vont ramener du business à celles qui sont déjà présentes et qui, elles, demandent et exigent tout ce dont on vient de parler à l'instant. D'accord. Et c'est vrai qu'après, on reste sur le Grand Est, mais est-ce qu'on retrouve ça sur les autres régions ? Alors, la question, d'abord la question de la mobilisation du foncier industriel et de la création d'un foncier industriel adapté à l'ambition de réindustrialisation, elle est en train de se poser dans absolument toutes les régions. Pourquoi ? Parce que le contexte, c'est une transition environnementale où on se dit on arrête d'artificialiser et on va vers ce qu'on appelle le zéro artificialisation net, c'est-à-dire toute collectivité locale se trouve dans le devoir effectivement à 2030 de ne pas étendre les zones artificialisées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'aménagement d'une zone d'activité sur un champ de patates, ça n'existera plus, concrètement. Et donc,
se posent des problématiques qui sont de plusieurs niveaux. La première, c'est que c'est beaucoup moins cher de créer une zone d'activité sur un champ de patates que de créer une zone d'activité sur une zone d'activité déjà existante qu'il faut réadapter effectivement aux usages des activités du futur. Ça coûte plus cher, donc c'est plus compliqué. Il faut plus de volonté politique. Deuxièmement, qu'on va vers un monde où il y aura de plus en plus de conflits d'usage. C'est-à-dire que pour un élu local, le raisonnement qui consiste à se dire les zones que j'ai dans ma réserve foncière, je vais les allouer à l'activité plutôt qu'à faire du logement supplémentaire, c'est pas simple. Je veux dire, c'est pas simple même politiquement. Et troisièmement, un élément important, c'est que l'industrie du futur, alors il va falloir qu'on segmente un peu ce qu'est l'industrie du futur. L'industrie du futur, elle ne se fera pas exactement selon les mêmes conditions que l'industrie du passé, forcément. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Si on parle d'industrie de haute technologie, vous ne pourrez pas mettre de l'industrie de haute technologie dans des territoires qui sont non connectés, sur le plan de la logistique, sur le plan du débit Internet, sur le plan de la proximité d'autres acteurs industriels en vertical ou en horizontal sur les chaînes de valeur, qui seront effectivement loin des bassins de compétences. C'est pas possible. Donc ça veut dire que la question du conflit d'usage, elle va monter parce que les zones qui sont proches des métropoles, c'est des zones sur lesquelles vous avez envie de faire des zones d'activité, mais aussi du logement, mais aussi autre chose. Donc ça c'est le contexte national. Voilà. Ensuite, les leviers d'action, ils sont bien au niveau des collectivités locales. Voilà. Le foncier, c'est pas une compétence des régions, mais les régions sont chefs de file. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, la démarche qui a été initiée par le Grand Est, sur lequel nous, on a effectivement été en appui, en conseil, en ingénierie, en tant que filiale de la Banque des Territoires, elle est très innovante et elle donne des clés sur lesquelles il faudra effectivement progressivement que d'autres régions, et notamment des régions qui sont confrontées à de la très forte tension sur l'utilisation du foncier, je pense effectivement aux régions du sud de la France, voilà, vont devoir s'emparer parce qu'on va être confronté à cette question de la pénurie de foncier d'activité adapté aux usages du futur, progressivement un peu partout, sauf dans des endroits où on n'est pas sur des sujets d'implantation industrielle high-tech. Voilà. Peut-être un autre élément important, c'est qu'un aspect aussi innovant de cette démarche qui a été réalisée par le Grand Est, ça a été de se dire on va faire des expérimentations sur des zones d'activité qui sont dans des contextes différents. C'est-à-dire que on a tendance à focaliser les sujets industriels sur de l'industrie à haute valeur ajoutée. Voilà, on se dit le paradigme de l'industrie en France, c'est l'industrie à haute valeur ajoutée, les robots, les machins, etc. Mais la réalité de l'industrie française, c'est aussi que vous avez un secteur agroalimentaire, vous avez d'autres typologies d'industries qui sont des industries de processus à forte performance, mais plus consommatrices de main-d'œuvre et peut-être plus adaptées à des zones d'activité qui ne sont pas forcément dans des territoires ultra proches des métropoles. Et on a aussi travaillé là-dessus pour se dire c'est quoi les conditions d'attractivité d'une zone d'activité qui n'est pas une zone d'activité ultra métropolitaine. Voilà. On a l'impression que vous êtes Est-ce que vous n'êtes pas en avance de phase, ce qui est très bien, ce qui est positif, mais est-ce que toutes les entreprises, et notamment les PME, elles ont cette stratégie, cette stratégie de réflexion en se disant l'industrie 4.0, ces évolutions, il faut que je trouve une zone adaptée. Est-ce qu'ils ont toute cette démarche ? Moi, je peux vous répondre très simplement là-dessus. Aujourd'hui, le temps de cycle d'une implantation en France, c'est en gros en moyenne 2 ans et demi. C'est monstrueux. Voilà. Et donc, plus on est en capacité à proposer du foncier, comme tu le disais, comme une voiture avec des options adaptées effectivement aux réalités du besoin en termes de biens, c'est des offres très concrètes tout ça. Plus on est en capacité effectivement de réduire ce temps de cycle, parce qu'on propose du turnkey, du clé en main, exactement. Et là, il y a un impact économique massif. Vous êtes une PME, vous voulez implanter un nouveau site, aujourd'hui c'est très compliqué. Et donc, une des raisons pour lesquelles c'est très compliqué, il y a la dimension réglementaire, ça on y fait ce qu'on peut, mais c'est pas forcément nous, mais il y a une dimension de foncier, et clairement, plus on sera en capacité de proposer du foncier compétitif en termes économiques, avec un certain nombre de caractéristiques, notamment en lien avec la décarbonation, la transition environnementale, la connectivité, la proximité avec les bassins d'emploi, etc. Plus on sera capable d'accompagner sur un des sous-jacents de la compétitivité effectivement d'une entreprise, et donc là il y a un sujet d'attractivité formidable pour les régions. Mais donc les entreprises ont encore du travail à faire. Sylvain, c'est ça ? Oui, vous voulez compléter ? Oui, je voudrais compléter aussi un autre propos qui est intéressant. C'est quand vous créez une zone d'activité du futur ou une zone d'activité qui est upgradée, vous allez vous retrouver avec des industriels qui sont à du 2.0 et qui vont en profiter pour aller déménager. Et dans le déménagement, vont entraîner leur personnel, se projeter avec leur management, se projeter avec leurs clients sur une entreprise 4.0. Et donc en endogène, ça a aussi des vertus, ce qui est d'inciter finalement à ce mouvement vers l'avant.
Alors, il y a un exposant ici que nous aimons bien, SEW Usocom, qui est typiquement, Monsieur Reverdel, le patron, a typiquement été dans une logique aussi d'un déménagement qui a entraîné tous ses salariés vers du 4.0 en choisissant un nouveau lieu, un nouveau site, une nouvelle usine, une nouvelle façon de concevoir, produire localement. Et ça, c'est très intéressant et ça nous intéresse aussi parce que le passage de 2.0 à 4.0, c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Et ce déplacement des entreprises vers une zone 4.0, il y a souvent un problème de compétences. On n'arrête pas d'en parler, on ne trouve pas les personnes, la formation est compliquée. Est-ce que du coup, vous vous arrangez pour qu'il y ait une équivalent formation ou compétences, je ne sais pas, autour de cette zone? C'est obligatoire de travailler sur cette dimension-là. On l'a fait avec la 7, on l'a indiqué comme un des axes nécessaires au succès de ces zones d'activité du futur. Il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro 1 de tout le monde. Les talents changent en plus, c'est-à-dire que quand on se robotise, on enlève peut-être un certain nombre de personnels, mais on en rembauche ailleurs. Et dans l'acception de ce que Pierre Vels disait, l'hyperindustrie, si ce n'est pas sur le site de production, c'est dans l'environnement immédiat de l'entreprise qui a besoin d'avoir plus de techniciens supérieurs, plus d'ingénieurs, etc. Et donc, il y a deux mouvements qui sont intéressants. Le premier mouvement, c'est les opérateurs et l'évolution de l'appareil productif lui-même. Et il faut le plugger le plus possible aux forces de formation. Et le deuxième mouvement, c'est cet appareil de maintenance peut être de plus en plus, là pour le coup, décorrélé de la zone d'activité du futur, physiquement, mais doit être évidemment projetable dans des temps relativement courts. Mais l'hypervirtualisation permet d'avoir en quelque sorte des cyber systèmes industriels qui permettent quand même justement cette implication peut-être d'entreprises de maintenance, robotique, AI, etc., qui seraient plus dans les centres urbains et des zones d'activité qui peuvent être encore un peu excentrées, voire même carrément dans le rural, puisqu'on peut réinventer complètement le paradigme du rural avec des zones d'activité du futur. Et donc, oui, la préoccupation des talents, mais c'est en plus de ça, c'est la préoccupation de tous les exposants ici, c'est la préoccupation de tous leurs clients, c'est comment on rend de nouveau l'industrie attractive pour la jeunesse et pour les gens. Et je pense que les zones d'activité du futur y contribueront parce qu'on n'est pas dans un environnement sale, on n'est pas dans un environnement déclassé, on n'est pas dans un environnement sans connectivité, on est vraiment dans le meilleur état de l'art de ce qu'on peut imaginer, y compris en architecture évidemment. Vous voulez compléter peut-être? Non. Et il y a un autre sujet aussi, on a beaucoup parlé de réglementation, de Serfalon. Je reprends un terme qui est sorti pendant les élections présidentielles. Je crois que c'est Koenig qui avait parlé de ce terme-là. Mais il y a beaucoup d'entreprises aussi qui nous disent qu'il y a des problèmes de réglementation. Vous les accompagnez aussi là-dessus? Est-ce que vous rajoutez cette couche-là en disant il y a l'espace, mais bon, une zone d'attractivité du futur, il y a des normes à respecter, il y a un certain nombre de choses, peut-être vous les aidez parce que c'est compliqué quand même. Il y a un vrai sujet en effet autour des derniers 500 mètres de l'implantation, au-delà de ce qu'une zone d'activité elle-même peut faire. C'est-à-dire que c'est pas un problème pour une grande entreprise évidemment qui a ses équipes de direction des affaires publiques bien rodées à l'exercice de parler avec la collectivité, avec l'État, avec l'ADREAL, etc., etc. Mais une PME qui cherche à réaliser une implantation, voire une ETI qui cherche à réaliser une implantation, au-delà de l'aspect foncier, au-delà des enjeux de connectivité, etc., elle a une problématique en effet de manœuvrer dans une complexité réglementaire qui n'est d'ailleurs pas du ressort en grande partie des acteurs territoriaux, qui est aussi lié à la réglementation nationale. Et elle a aussi un sujet d'être en capacité d'interagir avec les collectivités locales sur des choses qui sont parfois pas que du CERFA, mais qui sont très concrètes. C'est-à-dire je m'implante quelque part, j'ai besoin effectivement qu'il y ait une ligne de bus qui fasse un arrêt pas loin de mon entreprise pour faire venir mes salariés, à qui je parle au sein de la collectivité. Donc là, le constat que nous on fait au niveau national, ce n'est pas un commentaire sur le Grand Est, c'est que c'est très hétérogène. Il y a des endroits où il y a des agences de développement économique qui sont très matures. Voilà. Il y a des endroits où les agences de développement économique sont plus orientées vers plutôt du marketing territorial et font moins ce go-between entre le secteur, entre l'entreprise et le secteur public local, voire national, ou les différentes antennes de l'État. Donc ça fait partie de nos réflexions à nous, ça fait partie de nos réflexions et de nos travaux, notamment avec BPI, qui techniquement n'accompagne pas les entreprises sur ces dimensions-là, d'essayer effectivement de monter des offres qui sont des offres publiques d'intérêt général, à prix maîtrisé, pour vraiment offrir l'assistance à maîtrise d'ouvrage globale de l'entreprise sur ces enjeux-là, justement de complexité,
de complexité qui freinent l'implantation. Et là-dedans, évidemment, la zone d'activité du futur, puisqu'on parle de ça, c'est un élément central. C'est-à-dire que normalement, vous êtes sur du foncier qui est sur tout un tas de dimensions, y compris des dimensions environnementales, apurées et mis aux normes de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc normalement, tout ça, ça doit nous permettre d'avoir quelques mois. On économise quelques mois sur l'implantation, mais sur une implantation qui va durer 2 ans et demi, si vous arrivez à économiser 6 mois, déjà, vous faites le calcul, en termes d'impact d'investissement, c'est considérable. Vous parlez d'hétérogénéité, c'est complexe à prononcer, entre les différentes régions. Est-ce que ça veut dire qu'avec ces zones d'attractivité du 4.0, on dira, les régions vont arrêter de se disputer entre elles, ou ça va être encore pire parce qu'aujourd'hui, on a quand même des aides, des accompagnements sur une région, sur une autre. Vous, au niveau national, vous voyez ça comment ça va continuer pareil? C'est très bien ça. Très bien. Non, mais c'est très bien que les régions aient des stratégies économiques différenciées, qu'elles se positionnent sur des secteurs d'excellence au niveau européen et dans la mondialisation qui sont différenciés, et qu'elles n'aient pas des stratégies homogènes. C'est-à-dire que le positionnement industriel en termes de stratégie de la Normandie et de la région Grand Est, plus ils sont différenciés et donc plus les outils à mobiliser sont spécifiques au regard des forces et faiblesses de ces territoires, mieux, plus ils seront compétitifs. Donc moi j'ai tendance à penser que l'intelligence, elle est dans le terrain, la connaissance du terrain, elle est dans le terrain, je veux dire, elle est pas à Paris, quoi, et que donc plus on a des stratégies de développement économique ciblées, plus on prend en compte des paramètres qui sont locaux. Je veux dire, encore une fois, comme le rappelait Sylvain, le Grand Est a plus de 800 km de frontières avec ses voisins et adossé à la plus grande région industrielle d'Europe. Ça, c'est une énorme force parce que de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de foncier. Il n'y a plus de foncier. Bon, du coup, facteur de compétitivité que n'a pas la Normandie, clairement, c'est d'être en capacité de proposer du foncier de très grande qualité à nos voisins juste de l'autre côté de la frontière qui, eux, sont complètement saturés. Bon, ça, typiquement, c'est absolument pas reproductible et la région Grand Est, elle a vraiment raison de mettre le paquet là-dessus. La question, elle se pose peut-être moins dans des territoires qui sont moins tendus et qui ont pourtant des actifs industriels à valoriser. C'est justement la question que je voulais poser sur le Grand Est par rapport à votre voisin, un grand voisin. On se compare comment aujourd'hui? Ils ont la même démarche d'ailleurs, dans les Länder Non, mais c'est très intéressant parce qu'on a eu une délégation du Bade-Wurtemberg il n'y a pas très longtemps. Donc ils ont apprécié notre stratégie de développement économique par l'industrie. Eux-mêmes, Romain vient de le rappeler, c'est une grande nation industrielle. Ils sont à 540 milliards de valeur ajoutée. Ils sont en train de rattraper Paris à grands pas parce qu'ils ont un taux de croissance bien supérieur proportionnellement sur 10 ans. Et évidemment, le foncier est aussi une denrée très rare. Ils inventent beaucoup des métiers de l'industrie du futur. C'est eux qui, en Europe, sont les plus avancés. Vous savez, ils parlent déjà de systèmes cyberphysiques en permanence. Ils sont dans une logique d'intégration des sous-traitants par rapport aux donneurs d'ordre. Et les thématiques de l'industrie du futur leur plaisent beaucoup. Je rajouterai par ailleurs que ce concept-là, il est né au tout démarrage de la fermeture de Fessenheim sur le site, pour lequel nous avions une zone d'activité que nous pouvions repackager et en quelque sorte promouvoir à l'international avec une volonté de travailler avec nos amis allemands justement. Et évidemment, le concept a beaucoup plu dans une logique transfrontalière, puisque nous, tout est transfrontalier en réalité. Toutes nos conceptions, notre façon de penser correspond à du transfrontalier. Et donc, pour eux, d'avoir des zones d'activité qui leur permettent d'accueillir des nouveaux modèles économiques, parce que je rappelle quand même une révolution industrielle, c'est à la fois des solutions de rupture sur des marchés émergents. Donc c'est là où les zones d'activité du futur sont très importantes. Et de l'autre côté, vous avez l'adaptation ou la transformation, ou les transformations qu'on appelle maintenant les métamorphoses, qui est le deuxième étage et qui correspond essentiellement au salon que nous avons ici, qui sont les offreurs de solutions, qui ont des solutions sur étagère et qui le proposent à des entreprises qui doivent s'adapter. Et l'industrie du futur répond beaucoup au premier volet, répond aussi au deuxième volet. Donc pour nous, c'est parfait. On est sur un produit tout à fait en phase avec les changements industriels de cette quatrième révolution. Et je sais que la région Grand Est, alors peut-être les autres régions, a pas mal accompagné dans la digitalisation aussi des entreprises, sur le 4.0. Oui. Vous avez des retours là-dessus? Oui, alors la région Grand Est était la première à se lancer dans des diagnostics à tout crin et aller rencontrer des entreprises et accompagner. Et cette politique-là, Boris Ravignon l'aurait dit bien mieux que moi, a encore été renforcée tout récemment, le 7 décembre dernier, par une politique de soutien d'une part à l'offre, c'est-à-dire, ça s'appelle Grand Est Transformation, c'est des centres d'expertise d'offreurs de solutions du numérique
numérique de l'industrie du futur et des green tech, parce qu'on ne peut plus faire la séparation entre les trois dimensions. Et d'autre part, un accompagnement soutenu par la région à toutes les entreprises qui lèvent la main pour se transformer une fois, deux fois, trois fois, et pas avec une chaussure sur la table et rentrer avec votre pied là-dedans, quoi qu'il arrive. C'est venez avec votre pied, on vous trouvera la chaussure et on vous accompagne de bout en bout. Donc nous, en tant qu'agence pour le compte de la région et de la CCI, on s'occupe des offreurs. Et la région s'occupe avec tous ses autres partenaires, le CCI territorial évidemment, les agences de développement économique, à aller imaginer les parcours de transformation pour lesquels les offreurs en circuit court de la modernisation vont offrir le plus possible des solutions qui marchent et qui correspondent à leurs demandes. Voilà. Alors, juste pour conclure, je suis intéressé, vos zones d'attractivité 4.0, là franchement je ne savais pas que ça existait, ça m'intéresse, je fais quoi ? J'appelle qui? Alors, vous appelez la région très facilement, à peu près tout de suite, vous serez mis en connexion. Vous avez nos sites internet, que ce soit le site de l'agence, le site, on fonctionne presque comme un portail universel, parce que vous savez, quand on dit on veut un guichet unique, on les aime tellement en France, les guichets uniques, on en fait toujours tout plein. Alors nous, on préfère travailler en guichet universel, quelle que soit la porte où vous tapez, de ces acteurs, CCI, consulat, région, nous, vous trouverez la solution qui répond. Exactement. Exactement. Et nous travaillons aussi avec toutes les agences de développement économique qui s'occupent de leur territoire, parce qu'on ne connaît bien et on ne répond au niveau territorial qu'en connaissant bien dans vraiment la proximité géographique ses clients, quoi. Voilà. Écoutez, on va suivre ça de près, parce que c'est vrai qu'on parle souvent technique et on s'aperçoit qu'il y a des zones d'attractivité 4.0, ça serait quand même dommage de les rater avec de la 5G, avec tout ce qui va bien pour implanter des usines de production en France. Formidable. Merci, et puis vous pouvez venir nous voir sur le salon. Nous sommes avec le stand du Conseil régional Grand Est, et toute l'équipe est là, on aura beaucoup de plaisir. On n'y manquera pas, et je rappelle à tout le monde qu'il reste une journée et demie pour vous déplacer. Profitez-en, il fait beau, il fait chaud. Venez sur le salon, parce que c'est vrai qu'il fait chaud. Merci à vous deux. Merci.